Nous sommes avec Monsieur Michel Leduc de la société Axine Robotique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Axine Robotics? Oui, je suis Michel Leduc et donc je suis directeur général d'Axine Robotique et cofondateur. Le fondateur est Franck Anjou, qui est un passionné de robotique et qui a créé cette société fin 2014 pour développer ses idées autour de la robotique de service. Donc l'idée, c'était de développer des robots de service à vraie valeur d'usage au service des personnes. Et on a développé comme ça des gammes de produits. Et moi, je l'assiste plutôt sur la partie marketing et vente. D'accord. Quand vous dites robot de service, on peut donner des exemples pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. Alors, tout à fait. Robots de service, c'est vraiment des robots qui vont apporter une véritable aide, un service aux personnes. L'exemple type, c'est l'exemple du robot de téléprésence, donc, qui a été notre première gamme de produits, où pour donner vraiment l'idée à quoi ça sert, c'est l'enfant malade. On va permettre à l'enfant malade de continuer à suivre les cours en mettant le robot à sa place dans la classe. Donc, grâce à la mobilité que va lui apporter le robot, il y a un vrai sentiment de présentiel. Et donc, le robot est votre avatar. Et donc, il vous rend service. Il ne vous remplace pas, il vous rend service. D'accord. Actuellement, donc vous m'avez parlé, il y a plusieurs types de robots. Oui. Plusieurs applications. Moi, j'ai vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, du service public où on voyait un de vos robots, le robot Hubo, Oui. Dans un hôpital. Est-ce que vous avez d'autres types de robots et pouvoir un petit peu expliquer les différents types? Alors, on a commencé par un robot qu'on a appelé Hubo Maker, qui était un robot destiné aux gens qui voulaient apprendre la robotique, à travailler autour de la robotique. Et donc, c'est un produit qu'on a vendu en kit sur Internet et donc qui s'est pas mal développé. Et puis, à partir de cette base-là, on a créé Hubo Expert, celui que vous avez vu sur le reportage de France 2. Et donc, ce robot, lui, va permettre vraiment de vous remplacer, ce que je disais tout à l'heure, d'être votre avatar. Et derrière cela, eh bien, notre expertise robotique nous permet aussi de commencer à toucher la logistique, mais la petite logistique. Simplement, par exemple, porter un petit paquet d'un endroit à un autre. Faire un petit peu le dernier kilomètre, comme on dit, mais là, je dirais c'est plutôt les derniers 100 mètres. Donc voilà, on a notre expertise qui nous permet de développer des solutions robotiques au service des personnes. D'accord. Pour les seniors, on peut imaginer quel type de robot, enfin quel type de robot existe à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on peut Alors, imaginer pour les prochaines années? Alors aujourd'hui, ce qui existe, ce qui a été ce qu'on a vu arriver sur le marché, c'est les robots humanoïdes. Oui. Donc en particulier, qu'on connaît Pepper, Nao, qui sont des représentations humaines et donc qui viennent là pour assister les personnes âgées et leur offrir un peu de coaching, un peu de proximité. Et ça leur permet de développer un certain nombre de sens et donc de ne pas rester dans leur coin et à rien faire. Mais ce sont des robots qui n'ont pas d'usage au quotidien. Donc, nous, ce que l'on a voulu faire avec les robots de téléprésence, ce sont des robots qui vont permettre de rompre l'isolement des personnes âgées. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, et en particulier dans cette période de crise sanitaire, on sait que c'est très difficile d'aller voir les personnes âgées, que c'est compliqué de pouvoir leur apporter notre soutien et être présent à côté de ces personnes dans ces périodes difficiles. Eh bien, là, le robot va permettre à la personne âgée de multiplier les communications avec sa famille. On sait qu'il y a très très peu de communications, c'est quelques communications par an pour une personne de plus de 75 ans, c'est vraiment très très faible. Et donc là, le robot, puisque la personne âgée n'a rien à faire, et c'est ça qui est vraiment important dans la téléprésence, c'est le fait que la personne âgée n'a strictement rien à faire. C'est là où on voit la différence par rapport à une tablette ou un smartphone, parce qu'on peut dire, on peut faire de la vidéocommunication. J'allais vous poser la question en fait.
Voilà, c'est ça fondamentalement la différence. C'est-à-dire que le robot de téléprésence, lui, bien, la personne qui est en face n'a rien à faire. C'est la personne distante, le pilote, qui lui va pouvoir prendre possession du robot grâce à un identifiant et un mot de passe sur une page web. C'est extrêmement simple pour lui, mais l'important, c'est que côté robot, la personne âgée a juste à recevoir la vidéocommunication et elle va pouvoir rentrer en dialogue. Et c'était le cas de ce que vous avez vu sur le reportage, puisque c'était une personne qui était en post-réanimation, donc une personne qui avait été intubée et donc qui avait passé 2 mois en isolement complet et qui, après, avait la possibilité, grâce au robot, de renouer contact avec sa famille, avec ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est la personne distante, en l'occurrence sa fille, qui prend possession du robot et qui rentre dans la chambre, vient visiter sa maman et lui explique bien ce qui se passe dans la famille. Et on voit, il n'y a pas besoin d'une grande explication, mais on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir sur une personne qui n'a pas eu de contact avec sa famille depuis 2 mois. Oui, oui, que je comprends, qu'on voit bien, c'est dans le reportage, enfin même de ce que vous expliquez, c'est que je suis à distance. Bon, j'ai ma maman qui est à 200 km, le robot est chez elle, et moi Oui. je le pilote depuis chez moi, au domicile de ma maman, et le robot je peux faire rapprocher le robot de ma maman de façon à pouvoir lui parler. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que il suffit de chaque côté d'une connexion Internet, que ce soit du Wi-Fi ou de la 4G, et à partir du moment où vous avez côté pilote un PC, un smartphone ou une tablette, vous allez sur cette page web, vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, et vous rentrez en contact à ce moment-là avec le robot. Vous prenez possession du robot, à la fois sur la partie vidéocommunication, donc vous démarrer cette vidéocommunication comme un Skype ou un Zoom. Et en plus, vous pouvez bouger, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous déplacer grâce au robot dans l'espace de la personne âgée. Et donc, vous allez pouvoir la suivre dans ses déplacements, vous allez pouvoir tourner la tête. Le robot a une tête qui pivote et qui s'incline. Vous allez pouvoir vous pencher vers elle, ce qui a été le cas à l'hôpital Forcy. La personne âgée était alitée, donc le robot il s'incline, la tête du robot s'incline et on est vraiment face à la personne. Donc c'est vraiment ce sentiment de présentiel qui fait que le côté technique, le côté robotique disparaît et que c'est la personne en face qui est personnifiée à travers le robot. D'accord. Ce type de robot, pour le moment, c'est accepté par les personnes âgées, c'est accepté par le marché, par les familles et puis les personnes âgées? Écoutez, il y a eu 2 époques, je dirais. Il y a eu une époque pré-Covid et une époque post-Covid. En pré-Covid, c'était très partagé. C'est-à-dire que vous aviez un certain nombre de personnes âgées qui disaient ah non, moi, absolument pas, je ne veux pas en entendre parler, c'est trop technique, c'est trop intrusif. Non, non, pas question d'avoir ça chez moi ou dans ma chambre. Et puis, il y avait ceux qui disaient tout compte fait, quand on leur a fait la démonstration, vous mettez quelqu'un qui avait même un doute sur l'utilisation du robot, vous mettez le petit enfant de la personne dans l'image et le côté technique, le côté robotique disparaît complètement. Elle ne voit plus que son petit-fils ou sa petite-fille. Et ça, c'est vraiment important. Alors après, post-Covid, tous les freins intellectuels qu'il pouvait y avoir sur ça va remplacer quelqu'un dans l'hôpital, ça va créer des soucis de confidentialité, etc. Tout ça, ça a disparu. Le paradigme a complètement changé et les gens se sont dit, mais mon sang, c'est utile, c'est vraiment utile. Vous savez, il y a ce phénomène de glissement qui existe chez les personnes âgées. Et ça, c'est quelque chose, les soignants, les aidants, c'est vraiment quelque chose qui est très fort pour eux et se disent, mais comment on peut arrêter ça? Comment on peut arrêter ça? Et donc, avoir la possibilité de multiplier les communications, soit avec les personnes de la famille, soit avec les amis qui sont peut-être dans un autre EHPAD, soit simplement avec le personnel soignant qui peut être à distance. Par exemple, les personnes qui sont grabataires, qui ne peuvent pas bouger, qui sont dans leur lit, ils les oublient.
on les oublie. Et donc là, avoir la possibilité avec un robot de venir leur faire un petit coucou de temps en temps, etc., ça change complètement la vie. Ça change Parce que complètement la vie. ces robots peuvent être à domicile, Oui, en milieu hospitalier, mais également en EHPAD. absolument. Absolument. Aujourd'hui, on en a à domicile, en milieu hospitalier et en EHPAD. Tout à fait. D'accord. L'intérêt pour, enfin la question, non, j'ai plein de questions, mais dans l'ordre, euh, dans, euh, dans les EHPAD, comment ce type de robot est accepté par le personnel des EHPAD? Par rapport à ce que je vous ai dit, ces gens ont tellement mal vécu la période passée. Il y en avait un certain nombre qui avaient senti ce que ça pouvait apporter. Mais aujourd'hui, il y a encore plus un véritable changement dans l'esprit. Et pour eux, ça vient les aider. Ça vient les aider. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment quelque part de dire ah oui, si par exemple ça va aider à lever le doute. Hein. Vous avez un robot qui est dans un couloir, on signale une chute par un autre système, le robot il va aller vérifier. Hein. Il y a eu un appel, le robot va aller vérifier ce qui se passe. Alors on va dire, ah oui, mais ça veut dire qu'il faut moins de personnel. Non, ça ne change pas le nombre de personnel. Le personnel, de toute façon, il va falloir qu'il intervienne. Mais ça fait gagner du temps. Ça permet d'avoir une réponse immédiate. Et ça, c'est important. Et dans certains cas, ça peut être crucial. Là, par exemple, si on prend le cas d'une chute d'une personne âgée dans sa chambre, est-ce Oui. que le robot va y aller tout seul ou est-ce qu'il faut que donc ou c'est enfin, la personne de garde qui reçoit une alerte sur son smartphone à l'étage et qui déjà avant d'y aller envoie le robot pour voir ce qui se passe. Absolument. Aujourd'hui, nos robots, alors on y travaille, on va parler du futur tout à l'heure, on pourra en reparler, mais le déplacement autonome, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on va amener des solutions très prochainement. Par contre, au tenté, c'est une alerte qui va arriver par un SMS ou par un appel sur le DECT au personnel soignant. Et le personnel soignant, lui, va prendre possession du robot, simplement avec son smartphone ou avec son PC s'il est dans une salle avec un PC. Et donc, il va pouvoir, sans changer d'étage, sans avoir à courir, vérifier que l'alerte est bien réelle et qu'il y a quelque chose à faire. Et si, comme on sait que 50 ou 70%, ou même voire plus, des alertes sont des fausses alertes, ça fait un gain de temps phénoménal pour la personne et puis elle n'a pas à courir. Donc, ouais, je vois deux intérêts à ce type de robot. Le mieux-être de la personne âgée qui va communiquer avec sa famille et également soulager, aider le personnel des EHPAD, enfin des établissements en général. Tout à fait. Ce sont vraiment les deux objectifs. Rompre l'isolement des personnes âgées, leur offrir ce moyen de communication sans qu'ils aient aucune connaissance à avoir de quoi que ce soit, ni l'intervention physique. Et de l'autre côté, apporter une aide au personnel soignant pour lever les doutes, pour pouvoir rassurer les personnes. On est en train de travailler, c'est là aussi un petit peu futuriste, mais sur des mesures d'apaisement en fonction d'un comportement. Donc ça, quand on rajoute de l'intelligence artificielle au robot, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, Ça veut dire que le robot aurait certaines capacités à avoir des comportements qui, eux, apaiseraient la personne âgée. alors, le robot aurait d'une part une détection des comportements anormaux D'accord. et d'autre part des solutions d'apaisement. D'accord. Des solutions d'apaisement. D'accord. Donc c'est ça l'idée. Alors ça, c'est futuriste, on ne l'a pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui devrait arriver demain, 2021. C'est des choses très proches. Pour l'instant, comment est-ce que les EHPAD ou les groupes d'EHPAD, enfin les côtés EHPAD établissement, acceptent ce type de robot? Comment est-ce qu'ils sont en train de les commander? Est-ce que c'est seulement en phase de test pour l'instant où est-ce qu'ils en sont? Alors aujourd'hui, on est de fait plus sur des phases de tests ou d'évaluation que l'on fait avec un certain nombre à la fois de groupes, d'hôpitaux,
Il y a quelques achats, mais c'est pas jusqu'à présent, c'était pas des grandes quantités, c'est clair. Par contre, aujourd'hui, on est en train de discuter à la fois avec des grands groupes d'EHPAD, mais aussi des sociétés qui sont les fournisseurs de solutions pour les établissements hospitaliers, pour les EHPAD, et même dans le cadre du maintien à domicile, les SAD et les SIAD. Donc, on a ces deux axes qui sont potentiellement possibles pour nous pour développer notre marché. Et aujourd'hui, des discussions qu'on ne pouvait pas avoir comme ça, parce qu'on a essayé ce marché-là il y a au tout début d'Axine, dans les années 2015-2016, et la réponse était je n'ai pas de budget. C'est pas qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais il n'y avait pas de budget, c'est pas la priorité, j'ai autre chose à faire, etc. Aujourd'hui, ça change complètement et on a des grands groupes qui s'intéressent et qui veulent mettre en place des solutions. Et nous, notre idée, c'est d'aller à la fois sur de la vente, mais aussi de mettre à disposition des robots sous forme de location, en mettant des flottes de robots à disposition. Et c'est des choses dont on discute, en particulier avec la région sud. D'accord. Est-ce que pour un EHPAD et un établissement, vous faites le calcul suivant, c'est en fait mettre des robots dans… Si moi je dirige un EHPAD, je mets des robots dans mon EHPAD, je soulage, alors en fait ça va calmer, alors plus tard ça va en plus calmer les résidents, actuellement ça soulage le personnel, donc en fait ça déstresse, en tout cas ça soulage le personnel. Est-ce que vous faites le lien jusqu'à l'absentéisme qui baisse, donc un gain de coût pour l'établissement? Alors, on ne rentre pas là-dedans parce que ce sont des éléments un petit peu sensibles, mais aujourd'hui, je pense, pour avoir des discussions dans des EHPAD où il y avait à la fois la présence de la direction du personnel, des syndicats, du personnel soignant, bah, on voit bien qu'il y a d'un côté des gens qui disent si on met des robots, surtout ne nous supprimez pas un poste. Oui, bien sûr, oui. Pour moi, ça ne remplace pas les soignants, enfin les personnels, ça Exactement. aide le personnel. Exactement. Alors c'est ça qu'il faut faire comprendre et que heureusement au niveau des dirigeants ça a été très très bien compris. Il y a aucune mesure de remplacement. Ça, en aucun cas. Vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est la personne, c'est le soignant qui va prendre possession du robot, qui va aller lever le doute. À chaque fois, il y a quelqu'un derrière. On va lui faciliter la tâche, on va lui éviter de se déplacer, on va lui faire gagner du temps. Mais par contre, on ne le remplace jamais parce que les décisions, c'est eux. Les choix, c'est eux. Et c'est pas le robot. Mais de toute façon, est-ce que la technologie est suffisamment au point dans le monde pour pouvoir remplacer un soignant? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Parce qu'il y a trop de paramètres. Alors, on travaille, par exemple, sur des solutions pour assister, là encore une fois, le soignant, par exemple, même dans un diagnostic. Là, on est sur des solutions de télémédecine, par exemple. Dans des solutions de télémédecine, on va mettre un logiciel de télédiagnostic sur le robot, mais la décision finale, par rapport à l'arbre qui va être déroulé par l'application, la décision finale, ça reste le soignant. Il n'est pas question que le robot, aujourd'hui, puisse décider. Il va assister, simplement. Je pense qu'on en est encore loin, même avec la meilleure intelligence artificielle du monde, quoi. Si on veut faire peur, un humain pourrait être remplacé par un robot de ce type-là à horizon de combien? 20 ans, 30 ans, 40 ans? On a une idée de ça? Ça dépend des fonctions. Ça dépend des fonctions. Ça dépend si l'ensemble de l'humain, je pense qu'on en est très très loin. On en est très très loin parce que l'humain est tellement complexe, il y a tellement de paramètres et puis il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes dans l'humain, donc pour remplacer ce qu'on n'a pas découvert, c'est pas simple. Ensuite, il y a des fonctions, oui, où le robot peut être tout à fait le remplaçant de l'humain. On a les robots industriels, on
que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il y a des robots humanoïdes qui, en particulier venant du Japon, qui sont absolument extraordinaires en termes de dialogue. Et le fait de rajouter toujours plus d'intelligence artificielle à l'intérieur du robot fait qu'il va devenir, entre guillemets, de plus en plus intelligent. Mais il y a le côté arbitraire du choix humain qu'on n'est pas prêt de remplacer. On peut faire l'inverse de ce qu'on pense être la bonne solution, ce que va nous dicter, je dirais, l'algorithme. L'algorithme va nous dire, nous, dans notre propre algorithme, dans notre tête, va nous dire, fais ça. Et puis on se dit, non, tout compte fait, je vais prendre la décision inverse parce que je le sens comme ça. Et donc ça, le robot, il est incapable de le faire. Moi, je voulais aborder ce sujet-là parce que je pense qu'on a, enfin, moi-même, je me suis fait laisser piéger il y a peut-être dans les cinq dernières années, hein, par l'intelligence artificielle, va révolutionner. Bon, ça va faire des révolutions, mais l'humanoïde arrive, etc. Puis après, quand je commence à lire des articles ou regarder des reportages au Japon où il y avait un robot dans un restaurant qui était censé prendre les commandes des clients et en fait, il n'est pas arrivé, ça ne marchait pas. Bon, et après, quand on voit comment Facebook programme son intelligence artificielle pour détecter les images, vous savez, les petites mains dans le monde qui travaillent. Mais je me dis, mais bon, on est loin de. C'est quand même du bourrage de crâne. Hein. On appuie, on teste, on appuie, on teste. Bref, je ne sais pas pour ceux qui ont vu ce type de reportage. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment assez loin, enfin même très loin de pouvoir remplacer un soignant par un robot quand même. Hein. Tout à fait. Et puis, en plus, il y a le facteur humain, l'acceptation du robot. Nous, ça passe parce que le robot, tout d'un coup, il devient le petit enfant, parce qu'il représente un humain quelque part. Mais on sait très bien que face à un robot humanoïde, les décisions sont très tranchées. Hein. Les gens ont des avis complètement tranchés en disant « je veux absolument pas voir ça auprès de moi ». Il n'en est pas question. Mais alors, ça c'est un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est comment est-ce que vous définissez la forme d'un robot et la taille d'un robot? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que si le robot était trop humanoïde et trop grand, il effrayait tout le monde, ça Oui. effrayait. Et donc, en fait, ce que j'ai bien compris, on revenait à des robots qui n'avaient pas le look d'humanoïde. Absolument. Absolument. Nous, on a pris résolument cette orientation de sortir du robot humanoïde pour lui donner la notion d'outil et d'usage. Mais ça, c'était une démarche délibérée de notre part. Aujourd'hui, on sent que la tendance va vers là. Pourquoi? Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a des avis très tranchés par rapport au robot humanoïde. En plus, est-ce que je mets un homme, une femme, quelle forme, quelle tête, quelle couleur? Enfin, je veux dire, on peut tout imaginer et ça devient très, très complexe. Mais je pense qu'il est vraiment important de comprendre que en face du robot, il faut on aille vers l'usage, que ce soit les usages qui dominent le besoin et non pas l'inverse, la beauté technique. Je veux dire, la plupart des robots, quand on parlait de Pepper, Nao, etc., c'est des robots qui sont technologiquement magnifiques, extraordinaires. Mais les usages sont extrêmement étroits et limités. Ouais, quand je vois, je dis so what? Ok, c'est amusant, Voilà. on amuse les résidents ou les personnes autour pendant 2-3 minutes, enfin peut-être une demi-heure, puis au bout d'un moment, so what? Qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est ça, c'est ça. Et donc, nous, dans nos idées par rapport aux EHPAD, par exemple, sur les projets que l'on fait aujourd'hui avec, par exemple, l'EHPAD de Cavaillon, ce sont des projets où on leur a dit, on vous donne copie blanche, vous mettez vos besoins. Vous imaginez ce qui va vous aider pour votre EHPAD d'aujourd'hui, pour votre EHPAD du futur. Ils sont en train d'en construire une autre. Donc, c'est quoi? C'est quoi dans votre quotidien ce dont vous avez besoin qui va vraiment vous aider et vous apporter un plus à vous et à vos résidents? Alors, Et c'est ça qui est important. est-ce qu'on peut faire un zoom sur comment est-ce que vous développez vos robots? Alors, comment on développe nos robots? Avec nos petits moyens, on est une petite start-up, donc, Mais vous les mais on testez, est. vous les co-créez, comment est-ce que vous faites pour… Alors, on est parti d'études d'usage et on a travaillé avec une association qui s'appelle Approche et qui est une association où vous avez des soignants, des aidants, des ergothérapeutes. Donc, vous avez des gens qui sont vraiment proches du problème.
Et c'est eux qui nous ont orientés, justement, par exemple, non humanoïdes, le vrai service. Et notre imagination, au départ, elle était d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'avoir des vrais robots de service qui vont aider la personne dans l'EHPAD au quotidien, dans tous ses mouvements. Mais on s'est aperçu que c'était là aussi, on était loin du compte. Et donc, on a limité le besoin. On s'est arrêté à cette base qui était mobile et avec cette vidéocommunication qui est pas si simple. Hein. Les gens vont vous dire un robot téléprésence, c'est un Skype à roulette. Ben, c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple. Donc, on a travaillé beaucoup. Un Skype, à mon avis, c'est pas aussi simple que ça. Il faut le dire. Voilà, c'est ça. S'il y a un tapis, bonjour, le Skype, il va un peu. Voilà, c'est ça. Donc, on part on est parti de cette étude d'usage et on a développé ces solutions, cette solution de téléprésence, mais orientée justement personnes âgées, services. Et après, on l'a développé sur d'autres applications. Je parlais de l'éducation tout à l'heure, mais c'est aussi dans l'entreprise, comme on a pu là aussi le voir récemment dans la presse. D'accord. Côté domicile, où est-ce qu'on sent ce type de robot? Où est-ce qu'on a ce type de robot? Alors, côté domicile, c'est beaucoup plus difficile à pénétrer pour des raisons de coût. Même si un robot est devenu pas très cher, c'est quelques milliers d'euros. Mais quelques milliers d'euros, c'est pas quelque chose que monsieur tout le monde achète. Donc, il faut trouver des solutions. D'où l'idée de travailler avec des organismes, que ce soit la CARSAT, que ce soit l'ADEME, que ce soit la région, etc., en ce qui nous concerne, pour mettre en œuvre des solutions où le tarif de location mensuelle soit abordable. À partir du moment où on pourra faire ça et d'avoir, vous le disiez tout à l'heure, quelle taille choisir, on sait là aussi que le robot à la maison, il a intérêt à être plus petit. Alors, la taille, nous, notre idée, c'est à hauteur d'une personne assise. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que la partie vidéo soit à la hauteur d'une personne assise. Oui, qui puisse interagir avec quelqu'un assis sans que la personne se sente pris Voilà. de haut ou soit effrayée par quelque chose de trop grand, c'est ça? C'est ça l'idée. Alors, on était parti un petit peu plus haut parce qu'il y avait le besoin des classes, dans les classes, pour être au-dessus des élèves assis, justement. Donc, notre première version était un peu plus haut, mais aujourd'hui, on est sur des versions plus basses. Donc, c'est pour que, à la fois, ça n'effraie pas et à la fois, il n'y ait pas d'effort pour être en communication. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard, alors ça dépend des coûts, à ce que ces robots à domicile puissent servir pour les téléassisteurs, par exemple, pour la levée de doute? Absolument. Peut-être expliquer à ceux qui nous regardent, dans certains départements en France, lorsque une personne âgée déclenche le bouton, en fait, et que le téléassisteur fait déplacer les pompiers, par exemple, dans certains départements, si les pompiers estiment qu'ils n'avaient pas à se déplacer ou que ce n'était pas aussi urgent que ça, ils vont refacturer le téléassisteur. Généralement, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, certains cherchent des solutions pour faire la levée de doute à distance. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans lequel on peut aller, ou le prix du robot sera toujours trop élevé pour permettre ce type? Non. Je pense très sincèrement qu'on va arriver à des formules de location. En plus, si on arrive à obtenir des aides pour les personnes qui ont un robot, comme on peut avoir des aides sur certaines parties de la téléassistance, etc. Si on peut arriver à ça, à convaincre les ARS et les autres organismes qu'il faut aider les gens à avoir cela, on va arriver, je pense, très rapidement à avoir des solutions viables pour les personnes âgées à domicile, avec cette fonction tout à fait essentielle qui est la levée de doute. C'est extrêmement important de pouvoir… alors, ça va je disais 50%, mais c'est quasiment 9 sur 10 qui sont des fausses alertes. Donc,
c'est vraiment important de pouvoir ça et puis de pouvoir faire ça. Et puis ensuite, il y a tous les aspects de coaching, de support, de pouvoir dire aux gens, est-ce que vous avez pris votre verre d'eau pendant une période de canicule? Est-ce que vous avez pris vos médicaments, etc. Montrez-moi. Il y a tous les gens qui ont des opérations personnelles à faire, par exemple une autodialyse, et ben, c'est pas si simple à faire. Et ben, on peut faire être assisté par une infirmière à distance, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec l'aide du robot et qui sont vraiment un plus pour quelqu'un qui est maintenu à domicile et en plus avec cette période Covid, avec la famille qui ne peut pas venir comme elle veut, avec l'aide qui ne peut pas être là présente forcément comme elle veut non plus. Donc ça peut être une solution tout à fait pertinente dans cette période. D'accord. Dernière question, dernier sujet que je voulais aborder de mon côté. La France se situe où par rapport au Japon ou aux Chinois dans le thème des robots? Est-ce qu'on est totalement largué ou est-ce qu'on est encore dans la course? Alors, si on parle de la robotique en général, je dirais qu'on n'est pas largué au niveau know-how, expertise, etc. Au niveau, par contre, industriel, fabrication, présence industrielle, on est complètement largué. Quand vous voyez que c'est une start-up de 10 personnes comme la nôtre, qui est la seule, il y a une deuxième qui est en train d'arriver, mais qui est quasiment la seule depuis 5 ans à faire des robots de téléprésence, et qu'elle a eu comme investissement 100 fois moins que le moindre américain qu'on a en face de nous, je veux dire, on est complètement à la rue au niveau industriel. On est complètement à la rue au niveau robot à forme humanoïde parce qu'on s'est fait piquer le know-how avec les Barans et puis qui est parti au Japon et SoftBank. Donc il y a à la fois, je pense, une très grande expertise robotique. Et mon partenaire Franck-Anjou en est un exemple. Il y a une grande expertise robotique en France. Il y a des gens qui sont très très compétents, qui peuvent apporter des choses vraiment très intéressantes. Par contre, derrière, c'est absolument pas exploité au niveau industriel. D'accord. Et quand on voit que les robots qui vont aller dans l'éducation nationale, on en aura un petit morceau, mais bon, il y en a beaucoup qui seront des robots américains. C'est pas normal. Je veux dire, c'est pas normal alors qu'on a l'expertise, la connaissance et la capacité de le faire. Ce retard, il est propre à la France ou il est propre à l'Europe? L'Europe. Je dirais que la France est. Alors, l'Allemagne a le robot industriel où ils sont assez bien placés. Il y a des bonnes expertises et des bonnes équipes. Allemagne, Suisse, ça se passe bien. Pour le reste, et la Suède, Norvège, enfin les pays nordiques qui ont des expertises de robotique. Le reste, c'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. D'accord. Une bonne note pour conclure? Une bonne note, la bonne note, c'est que la robotique de téléprésence va se retrouver à la fois dans le milieu des seniors, comme on en a parlé beaucoup, mais aussi dans l'éducation, ça va aider les enfants malades, mais aussi dans l'entreprise, ça va aider le télétravail, ça va se raccorder à la 5G, etc. Donc il y a un potentiel extrêmement intéressant au niveau de cette robotique de service dans différents marchés. Et j'espère que nous pourrons aider nos seniors et, comme vous le disiez tout à l'heure, trouver des solutions qui permettent à des seniors à domicile de profiter de cette technologie. C'est d'en bénéficier. L'idée, c'est que les gens bénéficient de la technologie numérique à la pointe grâce à des solutions comme celle-là. Merci Michel Leduc. Je rappelle que vous êtes de la société Axine Robotics. Merci beaucoup. Merci à vous.